Oui, très bien. Donc, je suis Géraldine Siou, je suis docteure en psychologie et en sciences de l'éducation et je suis aussi responsable de formation. Donc, ma contribution aujourd'hui est fondée en fait sur une expérience de terrain qui a donné lieu à un travail de thèse. Et elle vise à montrer que les praxéologies professionnelles enseignants, donc les praxéologies étant entendues comme les pratiques et les discours, se situent sur un continuum allant de « il va en inclusion » jusqu'à lui donner une place d'élève, qui est une tâche éminemment complexe de la praxis professorale. Nos observations vont porter sur Orlane, qui est une élève reconnue institutionnellement handicapée ou déclarée institutionnellement handicapée, et sur les praxéologies professionnelles d'une enseignante qui est Nadine, donc j'appellerai Nadine. Nadine dit la chose suivante, en fait elle fait le choix d'intégrer Orlane à un groupe qui l'accepte bien, qui la respecte bien et qui l'aide à travailler. Elle part de ce présupposé-là. Elle choisit une situation qui est la situation le robot, qui est prise dans le manuel Hermel. Et elle a comme objectif, en fait, pour ses élèves, qu'ils prennent non seulement conscience que les nombres sont des outils efficaces pour mémoriser une quantité, mais également, elle vise aussi le développement de la maîtrise du dénombrement. Alors, je vous ai mis sur le PPT le petit robot qu'elle a donné. Donc, dans cette situation, il s'agit d'un robot qui est dessiné sur un quadrillage avec différentes parties, les bras, le corps, les jambes, la tête. Les élèves vont devoir compléter ce robot en dénombrant le nombre de carrés pour chaque partie. Ils vont devoir écrire cela sur une feuille blanche qui leur est distribuée, ramener cette feuille blanche au magasin, à l'enseignante, et celle-ci leur distribuera un certain nombre de carrés de gommettes en rapport avec à coller sur le robot. L'enseignante a prévu aussi pour ce travail-là un travail en petits groupes. Alors, que puis-je dire par rapport à ces praxéologies professionnelles de l'enseignante Nadine? Avant tout, je souhaite dire que dans le groupe d'Orlane, les tâches sont résolues. Ça ne constitue pas un réel problème pour ces élèves. Les élèves ont, dès le départ, dénombré le nombre de carrés. Ils ont produit une trace écrite qu'ils ont ramenée au magasin. Et ils ont récupéré les gommettes et les ont collées en fait sur la feuille robot. Ils ont collé 12 bleus pour la tête, 13 rouges pour les bras, 14 jaunes pour le corps et 17 vertes pour les jambes. Par contre, ce qui va retenir notre attention dans ce travail-là, dans cette situation d'enseignement et d'apprentissage, c'est dans un premier temps la question du partage des responsabilités entre les élèves du groupe, qui ne va pas permettre à Orlane, l'élève déclaré en situation de handicap, de prendre position dans son topos d'élèves, car les 3 autres élèves en fait, du groupe vont occuper tout le topos. Orlane va être donc empêché d'assumer les différents rôles, aussi bien le rôle de compteur, quand il s'agit de dénombrer le nombre de carrés dans chacune des parties du corps, le rôle de scripteur, également le rôle de facteur, et enfin le rôle de colleur. Ce qui retient aussi notre attention dans cette situation, c'est le choix et les positions du professeur des écoles, Nadine, qui, elle, est dans une position d'observation, voire de retrait, et qui renvoie systématiquement les élèves en leur disant « vous vous débrouillez ». Alors, pourquoi elle dit ça ? Elle dit cette chose parce que, dès le départ, en fait, elle pensait qu'une régulation intratopogénétique serait suffisante pour inclure, dit-elle, l'élève Orlane. Donc, à un moment donné, dans la séance, elle s'aperçoit que Orlane circule dans la salle, dans la classe, et elle se réoriente vers le groupe, et elle demande au groupe, mais Orlane, qu'est-ce qu'elle a fait ? Et à ce moment-là, le groupe ne répond pas. Donc là, elle décide effectivement de faire une régulation intertopogénétique, et elle décide donc d'attribuer un rôle à Orlane. À ce moment-là, c'est un rôle de scripteur, sauf que ce rôle-là a déjà été pris par un autre élève du groupe. Donc, elle se réadresse à Orlane et en lui disant « Qu'est-ce que tu veux faire, Orlane ?» Et là, Orlane, elle dit « Je sais. » Donc, l'enseignante se remet en retrait, elle part voir un autre groupe, sauf qu'Orlane, à ce moment-là, elle est trop éloignée de la situation et finalement, au final, elle n'assume ni un rôle épistémique, ni un rôle secondaire. Donc, que dire par rapport à ça ? Une première chose, d'abord, ce sont là des praxéologies qui sont proches de « elle va en inclusion », c'est-à-dire qu'Orlane, elle est bien dans la classe, sauf que Gardou dirait c'est un être atopos, c'est un être sans place à l'interne. La question maintenant, c'est finalement comment mettre au travail ces praxéologies professionnelles.
Alors cette enseignante, Nadine, elle est inscrite dans un dispositif de recherche qui va faire formation. C'est le dispositif pratique inclusive en milieu scolaire qui est porté par l'Université de Lorraine et dans lequel, en fait, les acteurs vont occuper des topos différents dans différentes institutions. Donc on a une première institution qui est l'institution d'action où on est en classe. Et là, le professeur des écoles a un topos d'acteur puisqu'il fait la classe. Le chercheur, lui, a un topos d'observateur. Et puis, donc là, je viens de vous illustrer, par exemple, ce qui se passe dans le cadre de Lyon. Et on a une institution I2, qui est une institution d'analyse des praxéologies professionnelles, où on est en groupe de recherche, où là, le professeur des écoles va avoir un topos d'observateur et d'analyseur, le chercheur d'observateur. Donc, je reviens sur le topos du professeur des écoles, qui est observateur-analyseur. Alors, pourquoi est-ce qu'il a ce type de topos ? Parce que justement, il va analyser, il va d'abord observer sa séance, il va choisir un instant que lui va considérer comme remarquable et il va venir l'expliciter au chercheur. Dans un second moment, il y aura dans ce dispositif un enseignant pair qui va également choisir un épisode dans la séance et qui va venir échanger avec le professeur Nadine. C'est le moment 2. Alors, pourquoi proposer un tel dispositif ? Simplement parce que nous avons fait l'hypothèse, notamment avec Jean-Michel qui est juste à côté, que le passage d'un topos à un autre correspond pour l'enseignant à des changements de point de vue qui permettent non seulement de regarder autrement une certaine réalité, mais aussi de produire des praxéologies différentes, donc je le redis, des pratiques et des discours différentes. Et effectivement, un des effets du dispositif concernant la question de l'inclusion est le suivant. Dans I1, je vous l'ai présenté tout à l'heure, l'inclusion s'inscrit plutôt dans un registre socialisant. Je vous rappelle les verbatims, l'enseignante disait « on l'intégrera dans un groupe qui l'accepte », « on travaillera plus sur la socialisation dans le groupe », alors que dans I2, l'enseignante, en fait, va venir questionner justement cette vision de l'inclusion. Et elle utilise cette phrase qui est très forte, qui est la suivante. Elle dit « Maintenant, quand j'ai vu ce film-là, j'appelle ça l'illusion de l'inclusion ». Effectivement, au fil de l'analyse de la situation, Nadine va mettre en perspective le fait que la forme d'étude choisie, donc là c'est le travail en petit groupe, ne permet pas à l'élève d'être inclus. C'est ce qui l'amène à dire qu'en l'état, je vous livre ce qu'elle nous dit, sa pensée est un peu compliquée, en fait ce film vient la bouleverser, mais nous assistons également en même temps à un dépassement de cette difficulté avec l'émergence d'un élément qui est constitutif de nouvelles conceptions de cette enseignante où elle va dire l'inclusion doit passer par l'apprentissage. On est donc là bien dans la question de l'accessibilité au savoir. On commence à être bien dans cette question-là. Deuxième moment, en fait, c'est dans l'échange entre pairs avec Hélène. Elle pense à ce moment-là, donc elle reparle en fait de cette illusion de l'inclusion et elle va penser à un autre élève dans sa classe qu'elle a choisi de mettre en travail individuel. Et elle dit la chose suivante, mais quelque part, on a tendance à mettre des situations où on imagine que l'enfant est inclus, c'est ce qu'elle pensait pour Orlane parce qu'elle la mettait en travail en petits groupes, et elle rajoute d'autres situations où on imagine qu'il est exclu, et là elle pense à Thomas qu'elle a mis en travail individuel, mais, rajoute-t-elle, par l'apprentissage, ça réinclut Thomas dans la classe. Elle montre là que ces conceptions évoluent. D'abord parce que pour elle, finalement, le travail en petit groupe, elle considérait le travail en petit groupe comme une condition d'accessibilité didactique, donc une condition qui permettait à l'élève d'accéder aux enjeux de savoir. Et donc là, elle vient le remettre en cause, merci. Et deuxième point, elle montre aussi que l'inclusion, elle comprend là aussi que l'inclusion passe par l'apprentissage. Donc nous sommes retournés, donc là on retourne sur du IAN, nous sommes retournés quelques mois en fait dans la classe de cette enseignante et donc là elle avait choisi, donc il y avait toujours Orlane, elle avait à ce moment-là choisi une autre situation qui était la situation voiture, garage et camion, qui était une adaptation de la situation de Briand, Loubet et Salin. Et qu'observe-t-on ? On observe plusieurs choses par rapport à Orlane. On va observer qu'Orlane va prendre position en fait dès le début du jeu et va se mettre à dénombrer et elle va assumer pleinement l'ensemble des rôles de compteur, de noteur, de facteur et de colleur.
Alors, que s'est-il passé par rapport à l'enseignante? L'enseignante va mettre en œuvre un certain nombre de techniques relatives à ce type de tâche qui est donner une place à l'élève, notamment elle a donné une place à l'élève handicapé. Et elle va mettre en place une première technique qui est de définir des rôles dès la définition du jeu. Donc là, elle ne va pas renvoyer la responsabilité du partage des tâches à l'interne du groupe, mais elle va prévoir une organisation explicite. Première tâche, première technique. Seconde technique, elle va proposer un contrat didactique différentiel qui va être articulé au collectif. Alors, Anne en parlait tout à l'heure. Pour Orlan. Donc ça veut dire que pour Orlan, en fait, on va conserver les mêmes objectifs, sauf que la charge cognitive va être réduite. Au final, dans I2, l'enseignante Nadine va regarder cette captation et va dire la chose suivante. Elle va exprimer, en fait, dès le début de l'entretien, sa satisfaction quant à la prise de position de cet élève qui s'inscrit dans la situation, et elle rajoutera, c'est ça l'inclusion. Je peux conclure ? D'accord. Pour conclure, cette contribution montre au final que les praxéologies professionnelles enseignantes se situent sur un continuum allant de « il va en inclusion » qui témoigne bien d'un premier volet, d'une égalité fonctionnelle, comme disait tout à l'heure Godefroy ou Jean-Michel, jusqu'à instruire un type de tâche de la praxis professorale qui est lui donner une place d'élève et qui apparaît beaucoup plus complexe et qui relève là d'une évolution professionnelle. Merci.